je vais dire une chose, c'est que n'importe quelle personne qui lit ce discours, il va voir que Baba, Sitrananda Murti, était un perfectionniste et il ne faisait pas des erreurs de locution. À plus forte raison, ce livre a été écrit à l'époque où il est encore physiquement parmi nous. Si c'était une erreur, il allait le révéler. Alors, il est dit ceci, tout à l'heure, quand j'ai lu, moi-même, j'avais pu par la suite remarquer qu'il est dit que finalement, en conséquence, l'Ananda Marga est le seul Marga. Il y a un élément très important, c'est le pronom le qui est là, l'Ananda Marga. Il ne dit pas Ananda Marga, c'est-à-dire l'organisation Ananda Marga, parce que en 1959, Ananda Marga existe déjà. Il ne dit pas cette organisation, l'organisation Ananda Marga est le seul Marga. Il dit le Ananda Marga, l'Ananda Marga, c'est-à-dire ce concept d'Ananda Marga est le seul Marga. Autrement dit, Ananda Marga, c'est très important. Pourquoi j'insiste? Parce que lorsque nous allons donner les perspectives de la vision juridique de Baba, le rôle que va jouer Ananda Marga est très important là-dessus. Alors, pour aller encore un peu plus vite, nous, finalement, donc, quand Baba décide donc d'établir cette organisation, ce contrat entre l'homme et lui, entre l'homme et Dieu, il énonce donc Prout, et quand vous regardez Prout, il a 16 principes. Et n'importe quelle personne qui en face des 16 principes de Prout, il va se rendre compte qu'il n'y a que 3 ou 4 principes qui concernent réellement l'économie. Les autres principes portent sur l'organisation, sur les principes d'organisation ou sur les bases d'existence d'une société humaine. Et toute société humaine, toute république, tout État, ces bases d'existence sont des bases juridiques qui doivent figurer dans une constitution, dans un texte fondamental. Et vous voyez les différents principes de Prout, vous allez voir que du 12e au 16e principe, ce sont des principes cardinaux qui gouvernent la société humaine, qui gouvernent l'univers. Et les premiers principes, jusqu'au 8e, parce que je ne les ai pas en face de moi ici, ce sont des principes qui permettent donc de gouverner la gestion de la société. Et puis tout au milieu, vous avez les principes économiques. Donc rien que la personne qui lit la théorie de l'utilisation progressiste à travers les 16 principes qui ont été énoncés par Baba à la fin de Ananda Sutram, elle peut, en réfléchissant, elle peut comprendre que Prout n'est pas qu'une théorie économique. Allô? OK. Elle a dit, donc je peux continuer. Pourquoi on a Non, je vais traduire. So now, on the same discourse, Baba says, finally, Ananda Marga is the only Marga. That is meaning that this Ananda Marga as a concept, okay, is the only the path, the real path and only path. And so that is the focal point of this Baba's discourse. And so finally, regarding other ideas, when we look at the concepts of Prout, the 16 principles of Prout, just four of them basically speak about addresses who the concepts of economy. The rest are in regards to organizational. What are the legal frameworks? So how to manage the society, etc. Yes, please. OK. Et donc, si on analyse ces principes de Prout, ce sont des lois. Ce sont des lois. Demain, si Ananda Marga arrive à gouverner la société, ces principes de Prout doivent être transformés et mis comme étant des lois fondamentales. Alors, et parmi ces lois, donc, il y a la règle du cycle social qui est changeant et que Baba demande qu'on puisse arrêter. Il y a un élément très important sur la gestion de la société qui est la présence d'un phénomène important qu'on appelle le Sadvitra. Et il y a également
le rythme d'évolution de la société, qui sont des éléments importants dans les 16 principes de Prout et qui n'ont rien à première vue. Hein, il y a des liens parce que tout est lié dans la pensée de Krishnamurti. Mais ici, on voit bien que c'est des principes de droit, ces principes de construction économique et de construction juridique, parce que c'est la politique. Mais vous savez que dans les facultés de droit, on a toujours, ceux qui sont habitués aux universités, ils savent toujours qu'il y a toujours faculté de droit et de sciences politiques, parce que les deux sont liés. Le droit, il y a le droit civil, le droit commercial, mais il y a aussi le droit dans la vision de la société humaine. Et quand on lit les principes de Prout, il s'agit ici majoritairement de la construction de la société au plan juridique que de la partie économique. Et je pense que les deux sont liés, ce n'est pas une compétition comme j'ai dit au début. On va aller vite pour que après Dada fasse, parce que c'est des choses qu'il connaît, il peut facilement faire une synthèse puisqu'il y a un problème de temps. Ranjan Sarkar aussi ajoute des éléments importants juridiques qui vont changer la vision juridique du monde. Le premier élément, et c'est le plus fondamental que nous remarquons, c'est qu'il décide ou alors il propose un élargissement de la qualité d'être humain. Et donc, ça, de telle sorte que les animaux et les plantes deviennent aussi des humains. C'est donc un changement global du paradigme de ce que c'est que, parce que la société humaine, elle est constituée des hommes qui ont des droits et des obligations. Et ces êtres humains, c'est nous qui avons la station debout, qui savons avoir le langage articulé. Si on ajoute d'autres entités comme les plantes, comme les animaux parmi les êtres humains, ça change le droit au sein de la société. Et ça, c'est un élément fondamental du renouveau de l'apport juridique dans la modification, dans ce que c'est que Prout, dans ce que c'est que cette nouvelle idéologie, cette nouvelle vision du monde. Et pour arriver, nous allons, un élément important, c'est de faire le parallèle qui existe entre cette conception du nouvel humanisme et la personnalité morale qui est une conception de droit. Vous savez, pour créer des articles de droit ou des lois, les gens discutent toujours et on mène des débats philosophiques. Aujourd'hui, il y a deux types de personnes en droit. Il y a la personne physique et je salue la présence dans ces lieux des juristes qui arrivent de la conférence qui peuvent apporter également des contributions importantes dans la compréhension. Nous avons la personne physique, qui est une personne née de droit, qui est naturellement un être humain. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait aussi la possibilité d'avoir des personnes morales. Bon, il y a des personnes morales au plan économique qui sont les sociétés, mais il y a d'autres types de personnes morales qui ont été obtenues parce qu'elles étaient des personnes en état de faiblesse et qu'il fallait les protéger. C'est la même chose que Baba, c'est cette même technique juridique que Baba utilise ici pour obtenir la personnalité morale, l'élargissement de l'humanité, de la personne physique, de l'humanité plutôt, de la qualité de personne aux plantes et aux animaux. Cette technique juridique, la personnalité morale, permet, lorsque les intérêts d'un être humain qui n'est pas encore un être humain sont en danger, de faire que cette personne devienne considérée comme étant un être humain. Ceux qui font les sciences, nous avons dans le lot ici, parmi les gens qui sont dans le staff de cette plateforme, les éminents hommes avec grand H de sciences, ils savent à quelle date commence la conception et à quelle date elle se termine. C'est-à-dire que lorsque il y a une femme, il y a une ovulation pour qu'une femme tombe enceinte, on connaît juridiquement à quelle date il y a, au plan du droit, la conception. Et donc, à un moment donné, avant 3 mois, les juristes, la société humaine, les lois considèrent que on n'est pas encore, le fœtus n'est pas encore constitué, il est encore dans la phase préparatoire. Et donc, on avait pour habitude de ne pas considérer quelqu'un qui n'a pas encore atteint cette étape de la conception, et d'autres lois d'autres pays ne considèrent même pas quelqu'un qui n'est pas encore né comme étant un être humain. Mais imaginons que cette personne qui est encore dans le sein de sa mère arrive à perdre, par exemple, son père qui est le chef de famille et qui a un héritage qu'il faut laisser aux enfants. On sait que lui va naître et à l'époque, on ne pouvait pas lui donner l'héritage parce que les autres enfants disent « mais vous n'êtes pas un être humain quand votre père est décédé ». Et l'héritage se fait entre les enfants qui sont vivants. Et donc, on s'est rendu compte que cet enfant qui devait naître devait subir des injustices parce qu'il ne devait rien avoir pour vivre. Et c'est là qu'on a créé la personnalité morale qui a donné naissance à une des
un des grands principes du droit, celui de l'enfant simplement conçu, qui est réputé né chaque fois qu'il va de son intérêt. Donc, il n'est être humain que quand son intérêt est mis en jeu. Et tant que son intérêt n'est pas mis en jeu, il n'est pas un être humain. Il y a aussi des concepts comme le mariage putatif, où on peut se marier, après on se rend compte qu'on était frères et sœurs. Bon, dans certaines traditions, ça peut s'accepter, mais par exemple, les traditions des peuples bantous d'Afrique centrale, cousins et cousines ne peuvent pas se marier. Je sais que moi, j'ai beaucoup d'amis d'Afrique de l'Ouest. Je sais que dans des pays comme le Mali, c'est une monnaie courante, mais en Afrique centrale, chez les Bantous, c'est complètement interdit. Lorsque vous vous rendez compte que vous êtes des cousins, vous êtes obligé de divorcer. Et vous avez eu à mettre au monde des enfants. Et votre mariage, il faut qu'il devienne un mariage putatif. Il faut qu'il soit putatif pour, pour vos enfants. J'espère que vous êtes en train de prendre des notes parce que finalement, c'est la partie technique, mais on n'a plus le temps. Alors, vos enfants, il faut que ces enfants qui naissent de ce mariage, ils doivent avoir des droits. On appelle ce mariage un mariage putatif. Donc, c'est des techniques de droit ici qui consistent à donner de la personnalité morale à un être humain en devenir ou à un être humain en état de faiblesse. Et c'est curieux quand on voit l'élargissement de l'humanité aux plantes et aux animaux que Baba utilise la même technique parce que les plantes et les animaux sont dans une position de faiblesse. Alors, il y a également un élément très important que Baba ajoute également, c'est celui des valeurs. Et pour qu'on donne cette personnalité juridique aux plantes et aux animaux, on fait adjoindre à la valeur utilitaire de chaque être humain, la valeur existentielle que Baba dit qu'elle est la même entre une fourmi et un être humain. Et c'est une révolution énorme dans le domaine du droit. Et il y a quelque chose que j'ajoute, c'est que si on analyse là, Baba devient le plus grand écologiste de tout l'univers. Hein, on n'a pas besoin de faire les défilés avec Greta Thunberg, Thunberg dans les capitales européennes. Il suffit de faire ce que Baba a dit, ceux qui se veulent être des vrais écologistes. S'ils sont sincères, mais ils n'ont qu'à établir le nouvel humanisme en considérant les plantes et les animaux comme des personnes pour que leurs droits soient protégés. Voilà, c'est quelque chose de très important. La deuxième Okay. chose que Baba apporte, je vais préférer peut-être qu'on traduise. Okay. Okay. Uh, So, okay, on va faire un résumé. So, when we understand the principles of Proud, basically these principles of Proud, when we understand the new society Baba is proposing, those principles of Proud are going to be as laws. So, in this, we have to include, we have to understand that society is always changing, and society has something which we call the social cycle. It changes, and we have to. Baba has broadened this concept. So the law is not going to be exclusive to human beings, but is going to include rights for animals and plants. And so this is going to be like a framework of new laws in society. And in these new laws of society, we are going to have new concepts of new humanism. And so Brother Shaw was explaining some type of deep concepts regarding what is a moral person and what is a putative person. Okay, putative entity. For example, if in some areas of laws, cousins or people of the same families cannot get married. But what happens if those persons had a relationship before knowing they were family members? And so this is some type of concepts which we have to develop, and that they're going to be, and when we read them properly, we're going to see that Baba has prepared all type of frameworks which are going to serve as laws in new society. Please, Ashok, it was just like a resume. Can you continue, please? Oui, mais j'aimerais quand même que tu précises cette technique, comment est-ce que Baba utilise la technique juridique qui existe de la personnalité morale
Juste préciser ça, cette ligne-là, pour que c'est la même technique qu'utilisent tous les juristes du monde pour créer des droits à des gens qui sont faibles. Et on a pris l'exemple des enfants qui sont encore dans le sein de leur mère et qui ne sont pas encore conçus. La conception à partir du troisième mois, ceux qui ne sont pas encore dans cette étape-là, on leur donne la qualité d'être humain parce qu'il y va de leur intérêt. La même chose aussi pour le mariage putatif qui est dissous pour les parents, mais qui peut être maintenu pour les enfants parce qu'il y va également de leur intérêt en tant que des gens qui sont en situation de faiblesse. Et Baba le fait la même chose aussi aux plantes et aux animaux. Et j'aimerais également que tu précises que en ayant établi et proposé le nouvel humanisme, Sri Siddhananda Murti se présente comme étant le plus grand défenseur, le plus grand écologiste de toute l'histoire. Et nous avons plein de pseudo-écologistes qui touchent l'écologie par les pincettes, alors on peut avoir la solution définitive en adoptant simplement, si on aime les plantes et les animaux, on leur donne la qualité d'être humain. Et parce qu'en leur donnant cette qualité d'être humain, ils vont avoir, et puis j'allais préciser également que lorsqu'on crée les personnes morales, au sens humain où on aide, je ne parle pas de personnes morales du droit commercial, je parle de personnes morales physiques, lorsqu'on on les crée, on leur donne que des droits et non pas des obligations. Et c'est la même chose aussi pour les plantes et les animaux. Lorsqu'on leur donne la personnalité morale, elles n'ont droit qu'à des droits, elles n'ont pas l'obligation d'avoir des obligations. Okay, so many things. And so Brother Ashok was insisting that, okay, this portion has to be really well represented. So if you know in laws what the lawyers do, when they want to, they're in the phase of conceptualizing laws, there is a period of latency in which they think, and many type of things can happen. He takes the example of what we call a moral person. A moral person, for example, if during, let me say, a couple has a child, when is that child being considered as a real child? So they have to define those periods and when that person is born. So within this period of time, we have also what he called the putative marriage, for example, which we were explaining. If something happens between some cousins and later on they understand that they were cousins and they were not supposed to be married, this marriage has to be dissolved. And so in those terms, Baba is, let us say, broaden the concept. In those concepts, those people of the moral persons, which Baba includes animals and plants, those people will not have responsibilities. They will have rights. And so Baba, from this point of view, also can be considered one of the greatest ecologists. And he defends ecology in the sense that it is inclusive of everything that is comprised in the nature, in the entire universe. And so, yes, Ashok, please, am I okay with that? Oui, it's okay, thank you. Alors, après cela, il y a un deuxième élément juridique très important que Baba introduit, c'est le concept de valeurs humaines cardinales. Alors, ceux qui sont habitués aux constitutions, c'est lié cette fois-ci au droit constitutionnel, ceux qui sont habitués aux constitutions savent que dans chaque constitution, il y a ce qu'on appelle une partie qu'on appelle, c'est un préambule qu'on appelle déclaration de droits. Et on sait que la déclaration de droits, elle est plus importante que la Constitution parce que c'est elle qui inspire la Constitution. Et par exemple, pour les pays francophones, on a souvent tendance à copier la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été faite par les révolutionnaires français de 1789. Et d'autres pays ont souvent tendance à reproduire dans leur constitution ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui est cette fois-ci une déclaration
des Nations Unies, parce qu'on donne ici une valeur philosophique au vivre ensemble. Pourquoi nous devons vivre ensemble? Pourquoi nous devons être des membres qui doivent exister dans un pays? Pourquoi nous devons avoir telle devise? Pourquoi nous sommes une nation? Et pourquoi nous devons avoir des droits et des obligations? Pourquoi nous devons apporter, payer des impôts pour que les gens qui nous dirigent? Pourquoi? La Constitution, la Constitution organise là, mais il faut qu'il y ait une explication philosophique. Et l'explication philosophique, ici, pour Sri Sirananda Murti, pour sa vision juridique, c'est le concept de valeurs humaines cardinales. Et ces valeurs humaines cardinales, il dit que c'est ce qui fait que nous soyons les hommes, ce qui nous unit. Et c'est ce qui permet à ce que la société puisse avoir une ossature morale. Alors, nous justifions notre vivre ensemble parce que nous avons des valeurs communes, ces valeurs cardinales qui sont les réalités fondamentales de la vie, qui sont nos points communs, qui sont les choses qui nous définissent dans une dynamique sociale et nous obligent à accepter de vivre ensemble. Alors, n'importe quelle personne qui veut approfondir ces valeurs humaines cardinales qui sont ici la vision philosophique constitutionnelle des préambules constitutionnels, moi je les conseille de se rapprocher de Dada Sambhu Sivananda, qui est le parti du Gurukul, qui est le patron de ce genre de réflexion, puisque c'est lui qui coordonne le staff de la pensée universitaire d'Ananda Marga, parce qu'il développe ces concepts et je pense que d'après ce qu'il avait dit, il a développé 5 valeurs cardinales qui sont la bienveillance, qui sont le sens de l'esthétique, la pensée rationnelle, qui sont le dynamisme et l'équilibre. Et tous qui connaissent la pensée de Baba savent en quoi ces valeurs sont importantes. Et dans le petit livre que j'ai écrit, qu'on a évoqué tout à l'heure au début, j'essaie également de développer, d'expliquer pourquoi Dada Sambhu Sivananda a choisi ces valeurs. Je pense qu'il peut en avoir d'autres aussi. Et j'en ai oublié le sens de l'esthétique parmi ces valeurs humaines cardinales. Elle a dit? Est-ce que tu peux reprendre un peu les points là, la pensée rationnelle, l'équilibre, le sens de... Le dynamisme, le sens de l'esthétique et la bienveillance. Bienveillance. Ok, je vais traduire. So, in another point, Baba, while developing the social structure, the legal social structure, speaks about cardinal human values. What are why should we live together? How should we live together? Why do we pay taxes? What are our obligations? What is our moral structure? So to have a response to all of this, we need to give a proper explanation. And what Baba gives as an explanation is within the concept of cardinal human values. So what are these cardinal human values? They are the values that are going to be common to all of us as human. And they are the values that are going to help us live in the same society in a harmonious way. They are the same values which are going to construct our moral values in the same space and in the same society. So Dada Shambhu Sivananda, if one has to learn much about this, Dada Shambhu Sivananda will be happy to help. But in principle, Dada has mentioned that there are 5 or 6 cardinal values, and these values are dynamism,
welfare, the sense of aesthetics, rational thoughts, and equilibrium. So this, if people want to know a little bit more about, they can get in contact. Maybe we can help them get in contact with Dada Shambhu Shivananda, and he's specialist on this. Please, Ashok. C'est bon, Dada, mais je veux que tu ajoutes juste quelque chose de plus que j'ai dit. C'est que les valeurs humaines cardinales représentent l'équivalent des préambules des constitutions où on a souvent des déclarations d'intention. On a des déclarations d'intention. Je ne sais pas, j'oublie, mais il y a un concept juridique qu'on utilise souvent pour déterminer et que nous justifions maintenant la nécessité d'être ensemble. Et même dans les contrats de la vie privée, vous allez voir que quand vous signez un contrat, vous avez toujours quelque part un exposé, vous avez toujours quelque part un préambule qui explique la nécessité qu'il y a de signer ce contrat. Et ce contrat social, les êtres humains que Baba nous amène de créer à travers la construction de nouvelles sociétés, sa justification idéologique, sa justification philosophique, ce sont ces valeurs humaines cardinales. So, Brother Ashok would like to insist on the concept of the cardinal human values, which is very important in Baba's regards. So, when discussing about any type of the creation of any type of future laws, there is something which is called, there is an expose, a preamble, which is a certain type of declaration of intentions. And this declaration of intention is going to allow people to understand the necessity to sign, to accept this contract. And so Baba will have to explain, Baba explains why they have to do this. To do this, because they will have to live in a harmonious way in the society, and that they are going to consider each other in that having values. And this point is so much important. Alors, donc, j'ai retrouvé le concept que j'ai cherché tout à l'heure, qui est un peu religieux, mais qui est maintenant utilisé en droit. C'est le concept de profession de foi. Donc, ces valeurs humaines constituent une sorte de profession de foi pour la création juridique, pour la mise en place des systèmes d'une société en place à travers Proud. Donc, so Brother Ashok was looking for a word. What was it was a concept. So, what is this concept? This concept is what they call in French profession de foi, which is basically like a profession of faith. And yes, Ashok, can you explain a little bit more about this profession de foi? Un concept d'origine religieuse, les catholiques l'utilisent, où quelqu'un vient ouvertement à faire son allégeance et dire, il doit expliquer dans sa pensée pourquoi il doit suivre Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Okay, so this concept of which Brother Ashok was saying, profession de foi, profession of faith, it is just like a concept when you have a person that wants to become a Christian, which that person is going to give his or her reasons why that person is going to become a Christian. That is basically an allegiance. Donc, les juristes l'utilisent, c'est cette profession de foi. Et dans le cas précis, la profession de foi, la raison d'être de la société humaine, la raison d'être d'un pays, et la raison d'être dans une constitution, c'est parce que nous avons des valeurs humaines cardinales communes. Nous avons les mêmes valeurs.
Lawyers, they use this profession de foi also, this profession of faith, yes, just like a legal framework. And so in Baba's system, it's going to be based on the cardinal human values. Alors, Baba également, Sri-Sananda Moutier introduit également un élément important qui va modifier le cours du droit. Cet élément à lui seul mérite tout un exposé, mais comme nous faisons les énoncés, il s'agit du Sadvipra, qu'on ne peut pas perdre notre temps à définir parce que ça va prendre trop de temps. Mais le Sadvipra, ici, c'est un changement de magistère. Et je conseille également à ceux qui veulent approfondir ce concept, non seulement de se référer aux écrits de Baba qui sont pertinents là-dessus, mais également, on peut avoir des lectures complémentaires à travers un livre écrit par De Marguis. Voilà, ce livre-là, il a défilé tout à l'heure. C'est écrit par Istadev et Taraka, de Forging of Sadvipra. Il faut que tout un chacun le lise parce que ça permet d'avoir une vision de ce que ça peut expliquer même certaines choses que nous avons dit ici aujourd'hui sur le fait que la vie est avant tout spirituelle, parce que dans ce livre, ces deux auteurs essaient de nous montrer comment ce qu'il faut faire pour devenir Sadvipra. Et pour le faire, il faut vraiment embrasser la philosophie de Baba. Il faut non pas seulement embrasser sa philosophie, mais il faut vraiment une intense pratique spirituelle. Et ça, c'est un peu un des aspects qu'ils ont eu à développer. Et nous disons que le Sadvipra, si on doit le définir juridiquement, c'est un magistrat. Un magistrat, c'est quoi? Un magistrat, on a souvent tendance à le confondre avec un juge, mais magistrat, c'est un concept plus grand que celui du juge. Le juge, il est là pour juger, mais le magistrat, aujourd'hui, de la conception française, on définit le magistrat. Je ne sais pas si dans le droit anglo-saxon ou dans d'autres types d'ordonnancement juridique, c'est la même chose, mais tout au moins dans l'ordonnancement juridique francophone, inspiré du code de Napoléon, le magistrat est magistrat, toute personne, toute autorité au sein d'un État qui est capable de prendre une décision qui peut être exécutée par la force publique. Et c'est très important de comprendre cela. Toute autorité au sein d'un État qui peut prendre une décision et que cette décision qu'il a prise peut être exécutée par la force publique, cette personne est appelée magistrat. Donc, ça peut être le juge, ça peut être un procureur, ça peut être surtout le chef de l'État, le président de la République. Donc, toute autorité importante, le maire de la ville qui dispose des pouvoirs de police administrative, on peut le considérer par rapport à cette définition comme étant un magistrat. Et donc, le Sadvipra ici, c'est la personne que Baba a décidé de placer au centre de la société pour que ce soit elle qui mette en mécanique l'implémentation, la mise en place de Prout et la société proutiste, si jamais cette société peut exister. Et nous le souhaitons, nous savons que tous, nous sommes convaincus qu'elle existera. Et pourquoi on arrive au Sadvipra? C'est très important de comprendre l'origine de la chose, sinon on ne comprend pas. C'est que nous avons évacué ça parce que pour les raisons de temps, nous nous sommes rendus compte que au sein de la société, Baba le dit, le premier principe de Prout, c'est que les classes sociales sont en permanence en mouvement. Vous avez une lutte permanente entre 4 classes, ce qui est différent de la lutte des classes du communisme, où on a que 2 classes. On a la classe des prolétaires et la classe des bourgeois. Vous avez les non-possédants et les possédants. Et ça a été développé par Karl Marx, par Lénine et par Engels, qui sont les 3 grands penseurs de ce courant, et beaucoup d'États l'ont adopté. Mais Prabhupada Ranjan Sakar dit on n'a pas que 2 classes, nous avons 4 classes. Nous avons la classe des ouvriers, nous avons la classe des militaires, nous avons la classe des intellectuels et nous avons la classe des hommes d'affaires ou des commerçants, des gens qui détiennent la richesse. Et chacune de ces classes remplace une autre. Lorsqu'une classe est
est au pouvoir, elle va perdre de sa substance, elle va se mettre en ruine et va se faire remplacer par une autre classe. Et la société humaine tourne comme ça en rond. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. On va dire comment est-ce qu'on doit mettre un terme à ce cercle vicieux? Il réfléchit, il met en place une institution, n'est-ce pas, un magistère sous le contrôle du Sadvipra. Et le Sadvipra, le concept du Sadvipra est un concept exclusivement juridique. À la rigueur, ce concept peut être partagé avec la politique parce qu'il s'agit ici de diriger l'État, mais on dirige l'État avec des lois. Donc, même si on le met au plan politique, il reste essentiellement, principalement un concept juridique. Et le Sadvipra est au centre de Prout parce que c'est lui le pivot sans lequel Prout ne peut pas exister. Et ce livre que j'ai cité tout à l'heure, écrit par Demarty, qui est une très bonne lecture, le dit tout au début, si vous le lisez, on vous dira, il cite une anecdote de Sri Nanamurti à qui subit la pression des disciples qui lui demandent automatiquement de faire installer Prout. Et il leur pose la question, donnez-moi cinq simples moralistes au monde pour que moi, par un claquetis de doigts, je décrète l'avènement de Prout. Les gens se sont regardés, ils n'ont pas pu en donner. Et le Sadvipra, donc, c'est cet intellectuel moraliste qui va donc recevoir en son sein les qualités de chaque classe sociale, qui va comprendre chacune de ces classes sociales. Il sera le mélange, le melting pot, comme on le dit en anglais, de ces quatre sociales, et il va les représenter, chacune de ces quatre sociales, se retrouvant en lui. Il est lui-même quatre entités différentes à la fois. Il ne peut pas faire l'impasse sur une entité plutôt qu'une autre. Et voilà l'astuce magique que Baba trouve et qui est une astuce très importante et que nous devons tous travailler pour que nous puissions la réaliser parce que c'est l'une des conditions sine qua non de prendre. Okay. So one of the other aspects of Baba's, when we are discussing about the laws, is that Baba is going to introduce one concept, the concept of Sadvipra, because Baba knows that society is in constant movement, and this constant movement is always being changed from one era to other. Some say that on the communists, they will say there are only two classes. That is those who belong and those who react. So for Baba or for Sri Shananamurtiji, there are four classes. You have the workers, then you have the marshals, you have the intellectuals, and then you have the commercials, okay, which he calls the Vipras or the Vaishyan. So Baba is Shivyananda Murthy is going to create another concept, the concept of a Sadvipra. Who is this Sadvipra? The Sadvipra is just like a magistrate, as we understand in law, magistrates or any persons, just like a president or the magistrate, some of their decisions are equivalent to laws. So the Sadvipras are going to be those persons who are going to bring an equilibrium of the social cycle between these four type of social classes. So what is the Sadvipra? You can have much more information about the Sadvipra on this book, which was written by two Margis, The Forging of a Sadvipra. But the basis of this is that a Sadvipra is a new type of entity that Baba or Sri Shananamurti creates, and that person has got the elements of these four classes, but
a special element. That special element is a relentless devotion towards the Lord, towards the goal and the cherished goal of bringing everyone and every living entity in human society to live peacefully. And so the concept of central of Sadvipra is very central. So Brother Ashok was giving an example of that. Some persons, they ask, Baba, Shrishanandamurti, you can just bring this Sadvipra society. Baba said, no, but it has to come as the result of struggle. And so now we are still in the struggling phase. We don't have sufficient moral persons to carry out this concept. But in the future, we hope it's going to be a reality. Please. OK. Et donc, le Sadvipra, ici, c'est le garant. Voilà, c'est ça. C'est le garant de l'équilibre et de l'avancée sociale. Et tout à l'heure, les gens qui pensaient qu'on a perdu du temps pour parler d'Anana Marga et tout, ils vont comprendre que on ne peut pas être Sadvipra si on n'est pas Margi. Il suffit de lire ce livre pour savoir que parce que le but du livre, c'est d'expliquer aux gens comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on fabrique des Sadvipra. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on inspire les gens qu'on arrive au Sadvipra. Et quand on lit ce livre qui se présente, que tout le monde regarde, on va se rendre compte que pour le faire, il faut vraiment être imbibé dans Anana Marga comme étant un poisson dans l'eau. Il faut travailler sur les différents concepts de philosophie. Et ici, on explique le sens et l'importance de ces concepts-là, les leçons, les autres aspects de la pratique que nous appelons par la sadhana. Donc, so a Sadvipra is a sort of guarantor of this type of equilibrium. So to become a Sadvipra, there is a process, and this process is well defined in this book. All of you are saying the forging of a Sadvipra. And so there are steps that each and everyone has to follow, and we cannot skip these steps. So making a Sadvipra has a beginning point. That beginning point means you have to become an Ananamargi. You have to take this Tantrika initiation from the beginning and move towards different phases of transformation, which are going to coincide with a type of personal transformation to be the guarantor of the social cycle. Et merci pour cette traduction qui est parfaite pour cette partie vraiment, où il y a même un complément qui a été fait par rapport à la pratique du tantra. Alors, je vais faire ici une petite déviation qui n'est pas une attaque, parce que nous sommes dans le domaine de la pensée. Les gens, les maris sont tellement susceptibles que je vais le faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de temps. Il faut dire les choses essentielles. Ici est l'occasion de souligner en relation avec ce qu'on a dit tout à l'heure quand on a dit que Ananda Marga était le chemin, Baba dit l'Ananda Marga et non pas Ananda Marga. C'est que ceux qui sont en train aujourd'hui de contribuer à la destruction d'Ananda Marga, qu'ils savent une chose, c'est que sans Ananda Marga, il n'y aura jamais de Prout. Prout ne peut pas naître du dehors. Prout ne peut pas naître des fédérations proutistes qui font des conférences en Inde ou au Danemark. Prout ne peut pas naître des rencontres avec les hommes politiques où on voit les acharyas en tenue aller rencontrer des chefs d'État. Ça, c'est des choses que les politiciens du monde savent faire. La théorie qui n'est pas suivie par la pratique. La philosophie de Baba, elle est avant tout une pratique. Et on a dit tout à l'heure au début que Ananda Marga, ou bien l'Ananda Marga, comme Baba a dit dans son discours de Ranchi, où il a dit lui-même que celui qui veut comprendre Ananda Marga doit comprendre les 3 étapes de la sadhana qu'il développe dans ce discours. Il dit lui-même que l'Ananda Marga est le noyau qui se trouve au centre et que dans la circonférence, n'importe quel point est vis-à-vis de ce noyau à la même distance. Donc aujourd'hui,
nous pouvons détruire cette organisation humaine qui est Anana Marga, mais il faut que pour que nous puissions arriver à Prout, pour que nous puissions établir les idéaux de Baba, il faudrait que nous remettons sur ce même chemin qui est Anana Marga. Autrement dit, reconstruire la même organisation, cette fois-ci, en suivant ce que Baba a eu à dire. Nous aurons perdu notre temps pour rien. Et ceux qui font aujourd'hui des grandes conférences sur Prout, qui négligent la pratique et les instructions fermes que Baba a eu à donner, ceux qui ont permis à tous ces démons humains qui sont habillés en tenue safrane et qui ont infiltré Anana Marga à travers les services secrets pour la détruire de l'intérieur, parce que nous savons qu'en réalité, que c'est ça. Et ceux qui profitent de la tenue d'Acharya ou de la qualité de Margi pour profiter de l'organisation et non pas pour faire le travail, eh bien, qui ne pensent pas que tout ce que nous faisons ici, c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que le livre, il est en face, il explique clairement que pour arriver au Sadvipra, il faut Ananda Marga. Et pour arriver même à la pensée juridique de Baba, pour qu'elle s'impose, il faut Ananda Marga. Et puisque le Sadvipra est la condition de l'avènement de Prout, ça veut dire qu'on ne peut pas faire de Prout sans Ananda Marga, c'est quasiment impossible. Et là, je vais dire une chose, les gens m'ont dit, à choc, pourquoi dans ton livre, tu as écrit un beau livre sur la philosophie, et là, on voit par la suite, il y a une évocation lyrique sur les problèmes d'Ananda Marga, comment résoudre les problèmes d'Ananda Marga alors que ça ne devait pas avoir de lien. Simplement parce que, dans ma tête, je savais déjà que pour que Prout s'établisse, pour que toutes ces belles choses nous établir, il nous faut Ananda Marga. Et détruire Ananda Marga, c'est détruire Prout, c'est détruire tout ce qu'il y a, parce que ça ne pourra pas être fait autrement que par cette machine que Baba appelle l'Ananda Marga, qui est le chemin. Okay, so I would like to add something. Baba beforehand said Ananda Marga is the path. Ananda Marga is the way. So not just a way, but a way of a revolution. So some people think that they can propagate Ananda Marga through, they can propagate Prout without without the spiritual concept. Some people think they can propagate Prout just by meeting with politicians. Some people think they can propagate Prout by removing the tantrika part of it. No, they're mistaken. And so Baba has said this Ananda Marga is the something like is the nucleus. Yes, the core, the center in 1958 when Baba was saying this. And so we cannot talk about Prout without talking about Ananda Marga. It is impossible. So Ananda Marga is that framework which we have to all of us protect and follow. And yes, please, Ashok, can you continue? Voilà, donc je disais que l'erreur que font toutes ces personnes qui aujourd'hui sont en train de démolir Ananda Marga, c'est de penser qu'ils pourront profiter de la philosophie de Baba sans Ananda Marga. C'est quasiment impossible parce que c'est une philosophie qui est avant tout pratique et la théorie vient après. Sinon, ça sera inutile. Et dans le livre qui est présent ici, on voit bien que pour devenir Sadvipra, principalement, il y a beaucoup d'autres choses, mais l'essentiel, c'est faire des pratiques d'Ananda Marga, c'est vivre comme un Ananda Marga. Et donc, si nous voulons que Prout soit installé, il faut qu'il ait des Sadvipra, parce que Baba avait dit qu'il en suffit cinq intellectuels moralistes pour que Prout s'installe. Nous ne les avons pas. Or, le moyen pour avoir ces intellectuels moralistes, c'est Ananda Marga. L'incubateur, c'est Ananda Marga. Démolir Ananda Marga, c'est perdre toute chance parce que les choses se réalisent. So, Ananda Marga, as Brother Ashok is explaining, those who are trying to profit from Ananda Marga are making a gross mistake. They shouldn't happen. And so Ananda Marga, as Baba said, is based on Tantra. And Tantra, the first concept is practice, and then comes the theory. So Ananda Marga is just like this incubator from which we are going to churn ourselves and to create those type of
beings which are called Sadvipuras, and to help move the society forward. Et donc, le Sadvipra, c'est celui qui applique les 16 points. Et il n'y a pas de 16 points sans être un Anamagri. Ce n'est pas possible. On doit avoir les 16 points si on n'est pas un Anamagri. 16 points is the main arm of a Sadvipra. So you don't have a Sadvipra who does not follow 16 points. 16 points also, you cannot talk about 16 points without talking about an Anamarga. Voilà. Et donc, après donc, cette mise en place de Sadvipra, qui est un concept exclusivement juridique, nous remarquons que Sri Sri Narayanamurti également donnait à l'humanité un texte très important. Ce texte très important, en français, ça s'intitule « Recommandations pour une constitution idéale ». Et dans ce texte, il explique quelles doivent être les grandes lignes qui doivent incorporer chaque constitution, au-delà des questions spécifiques. Mais une bonne constitution doit contenir ces grandes lignes-là qui consistent à reconnaître la pratique spirituelle comme un droit inaliénable de chaque être humain, qui consiste à reconnaître les droits de minorité, à reconnaître la démocratie économique, qui consiste à reconnaître, à protéger les langues locales, à privilégier l'intérêt collectif, à garantir la sécurité complète pour les plantes et les animaux, et à garantir le pouvoir d'achat de chaque citoyen, à garantir les droits fondamentaux qui sont au nombre de 4, qui sont la pratique spirituelle, le l'héritage culturel, l'éducation et la protection des différentes expressions linguistiques autochtones. Et ce texte est exclusivement aussi juridique. Il fait partie des éléments qui composent la pensée juridique de Sri Sri Narayanamurti. So, okay, Baba, we have to continue understanding the framework of the legal framework of Baba, what he's preparing and how he's preparing the future society. And Baba has one discourse in which he says, he talks about recommendations for an ideal constitution. And this requirements for an ideal requirement, okay. So can you say it again? Requirement for what? An ideal constitution. Requirement for an ideal constitution. Yes, I think donc requirement for an ideal constitution will be something like les exigences pour une constitution, les recommandations pour une constitution idéale. Voilà. Okay, donc Baba dit que Baba says that you need to recognize sadhana, meditation, as a right. You need to defend the right of minorities. You need to have economic democracy. You have to protect the local languages. You have to protect you have to recognize the rights of animals and plants. You have to protect the collective interests of the people. You have to recognize the purchasing power. You also have to include in that constitution the right for education, the right for local languages, the right for spiritual practices, etc., etc. So these are the legal frameworks Baba is preparing for the new society. Alors, pour aller vite, l'un des éléments importants aussi de la pensée juridique de Baba concerne un domaine très important du droit, qui est le droit pénal. Et la pénologie de Baba apportera une grande révolution à cette branche importante du droit. Alors, donc, so one of another important point of Baba's legal framework is the criminal law, and which is very important. Let us go, please.
Voilà, donc la politique, le droit pénal est différent des autres branches du droit. Pourquoi? Parce que le droit pénal, tous les juristes le savent, et que c'est un droit qui est basé sur une condition, c'est que pour qu'on l'applique, je vais parler en des termes simples, pour qu'on l'applique, il faut qu'il y ait un texte de loi qui demande que ça soit appliqué. Donc, les autres lois, les autres droits comme le droit civil, par exemple, on a l'article 9 du Code civil de Napoléon, pour prendre ce cas, qui oblige au juge de juger une affaire, même s'il n'y a pas la loi. Nous avons un droit comme le droit administratif qu'on appelle en France, c'est un droit célèbre qui a été créé par les Français, ceux qui vont au Palais Royal le savent, en France, à Paris, que c'est un droit prétorien, ça a été créé par le juge. Chaque fois que les gens viennent voir le juge, il tranche le litige et ça crée le droit. Or, le droit pénal, il faut que, pour qu'on l'applique, il faut qu'il soit écrit. Et c'est ce qu'on appelle le principe de la légalité des délits et des peines. S'il n'y a rien qui n'est écrit, on ne peut rien faire. Et je vais donner une histoire qui est très intéressante pour savoir comment est-ce que on crée le droit, parce qu'il est important aussi que les Mali aient quand même de la culture, et parmi la culture juridique. Alors, nous avons je prends deux phénomènes simples. Nous avons des infractions qui existent aujourd'hui, qu'on applique dans le monde entier, mais dans le cadre, par exemple, du droit francophone, je prends une première infraction qu'on appelle la filouterie alimentaire, la grivoiserie alimentaire. Comment est-ce qu'on est arrivé à créer cette infraction? Alors, la grivoiserie alimentaire consiste à faire quoi? À rentrer dans un restaurant, manger et se lever sans payer. Avant, en droit pénal, on ne condamnait pas, on ne jugeait pas les gens qui faisaient cela. Pourquoi? Parce que ce n'était écrit nulle part. On ne savait pas que c'était comme infraction. Et donc, lorsque le restaurateur ou le propriétaire d'un hôtel recevait un client, le client s'asseyait, il lui apportait l'addition, il lui disait, monsieur, on vous sert quoi? Ah oui, mais apportez-moi une bouteille de votre grand cru, votre millésimé. Il prend une bouteille de vin de marque, il prend le plat le plus cher, ils sont 3, 4 ou 5, ils finissent de manger, ils commencent à partir. Le restaurateur, il va appeler la police va arriver, il va transmettre le dossier chez le juge, mais ils vont arriver devant l'instance de jugement, on va dire, mais ce n'est pas un vol parce qu'il n'a pas subtilisé. Quand on voit l'article sur le vol, on se dit le vol, c'est la soustraction frauduleuse. Et comme les juristes font attention aux mots, une soustraction qui est frauduleuse signifie que j'ai pris la chose à l'insu du propriétaire de la chose. Or, ici, je n'ai pas pris à l'insu du propriétaire de la chose, je lui ai demandé, c'est lui-même lui qui est venu vers moi me dire, monsieur, qu'est-ce qu'on vous sert? C'est lui qui me dit ça. Et c'est le langage des restaurateurs. Et je lui dis, donnez-moi ceci. Et quand je m'en vais, il ne peut pas me condamner. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une fois qu'il a fallu qu'on crée l'infraction de la filouterie ou de la grivoiserie alimentaire. Le deuxième phénomène qui est très important, c'est parce que ça a une valeur morale, c'est celui de la non-assistance à personne en danger. Cette infraction, elle naît en France dans le cadre d'une réaction sociétale à la suite de quelque chose qui s'est passé à Toulouse où Agnès était une non-voyante qui a voulu prendre de l'air. Je crois qu'elle était venue sur le canal du Midi à Toulouse pour prendre de l'air avec sa mère. Et lorsqu'elle est arrivée, sa mère a dû se déplacer et Agnès ne pouvait pas voir jusqu'à ce qu'elle s'est écroulée, elle est entrée dans le canal, elle s'est noyée. Et ça a créé un grand émoi parce que le juge a libéré les personnes qui étaient là à côté d'Agnès, qui ne sont pas intervenues. On leur a dit, mais ce n'est pas les deux personnes qui l'ont poussée à l'eau. Ils n'ont rien fait, mais il n'y a rien qui prévoit une infraction par omission. C'est pour ça que le législateur, pris par la clameur publique, le fait que toute la France était en émoi, le législateur, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une infraction qu'on appelle la non-assistance à personne en danger. Et donc, le droit pénal, il est un peu comme ça. Je vais laisser traduire pour que j'arrive au fond de les modifications que Baba voudrait qu'on apporte au droit pénal parce que c'est un droit très important. So, okay. Regarding the criminal law, Brother Ashok has been explaining so much that the criminal law has to be written and it cannot just be applied from the whims of a person. So you have, for example, the case of those who follow, for example,
the criminal law of France and other French Francophone countries, the judge, when there is no law, a judge can spontaneously create a law. For example, Ashok was given two examples of infractions. For example, during a food survey. What is a food survey? Is that it's a type of law which was created, and someone comes in a restaurant, for example, and sits. Then the owner of the restaurant comes and says, "What can I serve you, sir?" Then you say, "Okay, I want this type of food." And when you go out, when you finish eating, you just pick the things and want to go out. So the owner will say, "No, you have a bill to pay," and you will say, "No, you are the one who came and asked to serve me, so I have nothing to pay." And so naturally, a judge, they had to create a law because there was no law regulating this type of behavior. So the judge had to create a law of this type. And the second example Brother Ashok gave was non-assistance in persons in a situation of danger. So this one also was not existing. And now from this point, we are going to understand the legal framework, another legal framework of Shri Shivananda Murthy. Voilà, donc ces éléments ont permis donc à Sri Shivananda Murthy de proposer un changement radical, un changement complet de la pénologie mondiale. La première des choses qu'il constate, c'est que il ne peut pas y avoir, parce que le droit pénal étant lié à la morale, et la morale, elle est unique pour chaque être humain, on ne peut pas avoir un droit pénal pour chaque pays. On peut avoir des infractions qui sont valables dans un pays et non pas dans un autre. Je prends un exemple simple. Si vous allez en Iran et vous êtes une femme, vous ne portez pas de voile, vous êtes passible, vous êtes jugé par vous êtes pénalement jugé parce que vous avez violé une infraction. Si on remonte l'histoire à l'époque, nombreuses sont les personnes qui ont été jugées parce qu'elles ont commis des blasphèmes contre tel ou tel autre texte religieux. Et donc, nous avons 1000 pays et 1000 pénologies, 1000 systèmes pénaux. Et Prabhat Ranjan Sakar dit c'est une mauvaise chose. On peut permettre que dans les autres branches du droit, que nous ayons des différences culturelles, mais ici, le droit pénal, il est lié à un concept important de sa philosophie, c'est le concept de punya et papa. Punya, ici, c'est le concept des vices et des vertus. Qu'est-ce que les vices et vertus? Il développe ce concept pour dire que ces deux choses doivent être les mêmes. Et je vais citer un peu un passage du livre. Il dit ceci, que les vices et les vertus devront être définis dans l'intérêt des valeurs humaines et non pas dans le but de servir certains individus. Les gens doivent avancer vers ce stade final qui est le zénith du progrès et au-delà duquel aucune autre percée n'est possible. Et tout ce qui bloquera ce mouvement est un vice, tandis que tout ce qui contribue à le faciliter est une vertu. Autrement dit, il définit le vice, c'est quoi? Le vice, c'est celui qui empêche l'avancée de la société humaine. Et la vertu, c'est ce qui encourage, c'est ce qui favorise l'avancée de la société humaine. Le reste, on ne peut pas l'appeler vice et vertu. Ici, on désigne n'importe quoi par vertu, mais pour Prabhat Ranjan Sakar, vice, c'est lorsque la personne agit dans l'intérêt privé et qui agit contre l'intérêt de la collectivité. Et la vertu, c'est lorsqu'on contribue à cet intérêt. Et pour ce faire, il demande à ce que tous les codes pénaux du monde soient réécrits et que ces codes pénaux puissent comporter les mêmes indications parce que nous devons avoir la même base morale. Et cette base morale, il est expliqué dans un de ces précieux livres qu'on appelle le guide de la conduite humaine, parce que c'est une morale scientifique, une morale qui est dynamique et non pas la reproduction des concepts qui ont été développés par un certain nombre de textes religieux. Okay, so Baba Shri Shivananda Murthy
regarding the criminal law says this criminal law cannot be, no, should be based on moral values. There cannot be a criminal law for each and every country. If you go, for example, in Iran today, if you are a lady, you don't have a veil, then it is, you are not, it is not lawful. And within this legal framework of Baba, it should not be the case. The legal framework should have as a basis the human cardinal values, the cardinal human values. And for this to go on forward, to construct the new legal system base of Baba, which Ashok calls penology. And Baba Shirshiananda Murtiji has two concepts, which one he defines as punya and the other one is papa. What is punya? Punya means simply vice, and papa means virtue. What is punya again? Punya is everything that prevents the advancement, the progress of individual and the society as a collective entity. And papa is what helps all of us to advance as virtues. So this should be based on moral values, and these moral values are well defined in one of his books, which is called A Guide to Human Conduct. So, no, please, I would like to correct something. This is what I was a bit hesitating. It's a bit the contrary, please, Ashok, I'm sorry. Punya means virtue and papa means vice. So please, let us correct. Punya means virtue and papa means vice. That is, in religious term, it's going to be like a sin, okay? So all these have been well defined in the book, or in his book called A Guide to Human Conduct. Please, can you continue? Voilà, donc c'est un domaine où Baba a contribué énormément parce que le droit pénal est lié à l'ensemble des valeurs universelles, et il dit ici qu'il constate, il fait d'abord un constat, c'est que celui, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait la différence des codes moraux selon les pays, ce qu'il a condamné, il constate également qu'il y a des facteurs économiques et culturels et sociologiques qui influencent la pratique du droit pénal, ce qui est une aberration qu'il faut arrêter net, parce que le droit pénal est basé sur des valeurs universelles que nous avons évoquées tout à l'heure, qu'on appelle les valeurs humaines cardinales. Et donc, il se propose de donner une nouvelle vision cohérente de la pénologie mondiale. So, two other factors, Baba, people we know in human history are those of people determine the laws and codes based on cultural and economic factors, etc. But Baba says, no, the human code, the laws should be based on human cardinal values. Please. Voilà, et donc c'est cela. Et Baba dit, on ne peut pas accepter dans une société que, là je cite pas les pays, mais c'est d'inspiration américaine aujourd'hui. Si vous avez l'argent, vous êtes recherché pour l'avoir commis une infraction, vous avez la possibilité d'avouer et puis de négocier votre infraction pour qu'on arrête juste le cours de la justice. Mm-hmm. So, for example, not to cite any type of countries, you know that today, if a person has money and has committed a crime, that person can meet a lawyer, accept the crime, and negotiate the terms of the crime. So, which is not proper. And what is going to be the fate of those who don't have money?
Et donc, j'ai dit tout à l'heure que le droit pénal est un droit qui doit, il faut une base légale. Ça veut dire que cette façon de faire est indiquée dans la loi pour dire que la personne a la possibilité de négocier son infraction, de reconnaître la faute et puis de négocier financièrement son infraction. Et cette financiarisation, ce côté mercantile du droit pénal est quelque chose que Baba condamne énormément. On ne peut pas associer l'argent au droit pénal. Et il ajoute encore une chose, c'est que pour voir ce côté mercantiliste, il dit ceci, il dit on ne peut pas exiger des criminels qu'ils aient à offrir des dédommagements aux personnes à qui elles ont eu à commettre du tort. On doit au contraire, le droit pénal, le but, ça doit être la correction des personnes qui se sont égarées du droit chemin et non pas leur demander d'avoir à donner de l'argent, d'avoir à payer quelque chose à leurs victimes. Et ici, le droit pénal, il est influencé par, cette façon du droit pénal est influencé par le droit civil occidental qui est complètement d'inspiration philosophique capitaliste. Et pour le cas, par exemple, du droit français, c'est des principes qui existent dans tous les droits, même dans le droit anglo-saxon. Et dans le droit, quand je parle du droit français, si je vois le droit latin, parce que c'est le même qui est utilisé en Portugal, en Espagne, dans tous les pays d'inspiration de langue latine. C'est par exemple l'article 1240 du Code civil qui est très célèbre. Cet article dit tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et Baba dit ce n'est pas une bonne chose, il faut arrêter avec ça. Il faut que le droit pénal sert simplement à correctionnaliser, à éduquer les personnes, à remettre tout un chacun sur le droit chemin, de la même façon qu'il a condamné aussi la peine de mort, qui est un élément important du droit pénal, qui continue d'exister dans certains pays qui se disent très évolués comme les États-Unis ou la Chine, où certains criminels sont carrément arrachés à la vie. Il avait dit, si on introduit, on applique la peine de mort, ça veut dire que la société a été défaitiste, elle a été incapable de rééduquer, de remettre un citoyen sur le droit chemin. Et chaque peine de mort appliquée est une défaite, est un aveu de défaite de la société. So, okay, Baba, in many circumstances, you have the criminal law. The criminal law virtually can be, let us say it like this, virtually can be bought by persons. So Baba doesn't share the idea of money being involved in any type of criminal laws. One other point is that in criminal law, in this type of laws, it is there is something which is called the compensation. That is, if someone perpetrated a type of crime, those they have to compensate the victims, and this is not the type of thoughts of Baba. So because criminal law is to be corrective in the sense that it has to help the persons, those persons who perpetrated the crime, to be able to correct themselves. So please, Ashok, I'm just voilà, making it short. C'est bien traduit, voilà. Et donc, à la fin, Baba donne les éléments de faiblesse du droit pénal qu'il faut prendre en compte pour l'améliorer. Il y a trois éléments principaux. C'est le comportement, c'est pour justifier pourquoi le comportement criminel, pourquoi le comportement délictuel, pourquoi les gens commettent des crimes et des délits. Et Prabhat Ranjan Skar dit c'est dû principalement à trois causes. La première cause, c'est trois ou quatre causes, hein, on peut avoir d'autres, mais il y a l'influence négative de la pseudo-moralité, parce qu'il y a une moralité qui influence négativement les gens où on ne comprend pas réellement qu'est-ce que c'est que le sens de la moralité. Il y a l'influence économique, et ici, c'est l'égoïsme, l'accumulation des ressources physiques par certains. Lorsque vous privez les autres du minimum vital, lorsque vous privez les autres du droit à la vie, et qu'est-ce qu'ils font, ces autres-là? Mais ils s'échappent, ils viennent prendre de force. Ceux qui n'ont rien finissent par prendre de force. Et vous poussez donc les gens à faire des larcins,
à commettre des vols, vous poussez les gens à commettre des crimes pour un rien, pour juste aller trouver à manger. Il est capable de commettre un braquage. Aujourd'hui, il y a des phénomènes de violence urbaine dans des grandes cités africaines et des choses qu'on ne connaissait à l'époque qu'en Europe, parce que un jour, un éminent chef d'État africain avait répondu à des journalistes européens qui l'attaquaient, un certain nombre de choses qui arrivent dans son pays. Il leur avait dit, je pense que c'est le président Mobutu, de fin président Mobutu, qui disait, mais nous en Afrique, on n'avait pas de clés, on n'avait pas de cadenas, nos maisons étaient toujours ouvertes. Parce que c'était une civilisation où chacun était capable de trouver le minimum vital. Mais lorsque on arrive au niveau où on est dans un système capitaliste où tout le monde a et les autres n'ont rien, et le système communiste aussi n'est pas différent parce que lorsque dans le système communiste, les prolétaires qui ravissent le pouvoir aux bourgeois finissent par s'embourgeoiser eux-mêmes aussi, deviennent eux-mêmes aussi des capitalistes. Lorsque vous privez les autres de tout, tel que les Adam Smith l'ont proposé, mais ceux qui n'ont rien, ils deviennent des criminels parce qu'il faut qu'ils vivent. C'est ce que Baba demande. Et la troisième des choses qui est à l'origine du comportement criminel, c'est l'immobilisme. C'est l'absence de progrès, la stagnation. Or, nous avons dit au départ, et voilà pourquoi c'était important de préparer ces choses pour que les gens comprennent, que le seul niveau dans la société où il y a la stagnation, d'après Prabhat, où il y a le progrès, d'après Prabhat Saranjan Sakar, c'est le niveau spirituel. Donc, si les gens ne sont pas spirituels, si les gens ne sont pas amenés à développer, à ouvrir à expandre leur mental par la pratique spirituelle pour qu'ils aient une compréhension normale de ce qui se passe dans le monde, qui comprennent en quoi est faite la vie, toutes ces questions qu'on a évoquées, la querelle des universaux, les questions ontologiques, les questions cosmosophiques, pour les comprendre, il faut une ouverture d'esprit qui ne peut être atteinte que par la pratique spirituelle. Et donc, ces trois éléments, d'après Prabhat Ranjan Sakar, sont très importants pour que nous puissions bâtir une véritable pénologie mondiale. So within the actual legal framework which we follow, all of us, Baba Shri Shanana Murtiji says there are three weaknesses. The first one is the negativity brought by pseudo-culture, the pseudo-culture which does not recognize morality as a base of society. The second one is the impact of, let us say, it is from the economic point of view, that is, which allows a group, a few, to accumulate everything, and this is the cause of so many type of troubles in human society. And the third point, which he calls stagnation, which is the lack of progress. And as we have seen from the beginning of the lecture, Shri Shanana Murtiji says real progress takes place without any variations, only in the spiritual realm. Voilà, donc à ce moment-là, si on règle ces problèmes, on peut, les juristes du monde, les juristes marguis peuvent influencer le cours du développement du droit pénal avec ces éléments que Baba leur a donnés. Ils peuvent aussi influencer le cours de la rédaction des constitutions, puisqu'ils ont ces éléments-là. Ils peuvent également influencer dans les débats que mènent les prautistes. Ils peuvent leur dire, écoutez, vous voulez de Prout, mais il faut d'abord qu'on mette les bases légales. Et tout à l'heure, je vais demander une traduction. Pourquoi? Parce que pour démontrer qu'Anana Marga est l'incubateur, parce que dans Prout, dans Anana Marga, il y a quelque chose que le Pierre Ranjan Sakar a indiqué, c'est celui des master units, qui sont ces incubateurs qui peuvent permettre, grâce à leur application aux yeux du monde, d'arriver à Prout, parce que ce sont des unités pilotes, modèles qui pourront permettre aux autres de venir vers Prout. Alors, donc, une fois cela est dit, nous arrivons à la fin de la lecture pour indiquer que ce système juridique de Prabhat Ranjan Sakar est un mélange de deux types de conceptions juridiques. Nous savons qu'en droit, il y a ce qu'on appelle la philosophie du droit qui oppose depuis toujours deux visions du monde en droit. Nous avons ce qu'on appelle les partisans du juste naturalisme, n'est-ce pas, et les partisans du positivisme juridique. Les premiers sont ceux qui pensent que toutes les lois
doivent être des lois d'émanation divine. Elles sont issues de Dieu et ces lois-là sont immuables. Ce sont donc les justes naturalismes, la loi qui est ici confondue à quelque chose de naturel qui est inamovible. Et les positivismes, ce sont ceux qui pensent que les lois sont votées, sont issues de la pratique sociologique, parce que le droit est une branche de la sociologie et les lois sont issues de l'analyse des besoins juridiques de l'homme qui vit en société. Et Prabhat Sakar dit, en temps normal, c'est un mélange des deux parce que nous avons une partie des lois qui sont des lois immanentes, qui sont immuables, et une autre partie des lois qui sont issues de la vie en société, qui peut faire la différence entre quelqu'un qui vit dans telle réalité spatiale et temporelle. Donc, nous avons les notions d'espace, de temps et de personne, qui est une trilogie très importante dans le domaine des sciences sociales et notamment de la sociologie. Et donc, nos lois doivent prendre en compte ces éléments-là. Et ici, là, également, Prabhat Ranjan Sakar met un terme définitif à un débat qui ne s'est jamais arrêté dans le domaine de la réflexion philosophique sur le droit. Et donc, cette synthèse permet également de savoir que la présence du Svadvipra, tel qu'il analyse ici, permet de justifier le bien fondé des lois qui peuvent être prises dans le cadre d'une société prautiste. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, le Svadvipra, il est déjà préparé, il a les caractéristiques des 4 classes, il a pour base de sa vie la moralité, il est un intellectuel qui maîtrise les arcanes du savoir dans tous les domaines, et il est également quelqu'un qui dispose de la force physique nécessaire, qui peut se battre physiquement pour défendre des gens qui sont en danger, mais il est également quelqu'un qui maîtrise l'économie et qui peut organiser l'économie, qui peut également permettre d'inspirer les gens à ce qu'ils puissent se développer au plan économique. Et donc, la présence du Svadvipra est également une synthèse importante, ce n'est pas pour rien qu'on y revient souvent, alors, qui permettent à ce que toute autorité puisse avoir la légitimité. Et s'il y a quelqu'un qui peut avoir la légitimité, c'est le Svadvipra. Et l'autre élément que nous retenons ici, c'est que en ayant condamné la démocratie comme étant une farce, comme étant un concept galvaudé, parce qu'à l'époque grecque, l'aéropage, c'était des micro-sociétés, tout le monde venait parler à l'agora, mais ici, la démocratie telle qu'elle est faite, c'est une tromperie, c'est une farce. Prabhat Ranjan Sakar retient quand même quelque chose, c'est que il retient le suffrage. Il retient le suffrage. Et la seule différence, c'est que le suffrage tel qu'il est pratiqué par lui et pratiqué par Ananda Marga, que nous revenons encore à dire, qui est l'incubateur, ce suffrage-là, la seule différence, c'est le choix du corps électoral. Mais lorsque le corps électoral est constitué, toute autorité au sein d'Ananda Marga est votée. Que ce soit l'autorité suprême qui est le Pruda Pramukh, il y a un corps électoral qui le vote. Les autres boards doivent avoir leurs membres élus jusqu'au comité d'un village. Tout le monde doit être élu. Et donc, c'était également un facteur important du système juridique de Prabhat Ranjan Sakar. Okay, so many things. And so now from this legal framework, Brother Shaw was explaining that Margis, Acharyas, those who have participated in this program today can have the basis to discuss with other type of politicians, where they can have the basis to discuss in TV during TV programs, etc., to explain the legal, that is a new legal framework of P.S. Sakar for a new society. And so one other point which he mentioned was in regards to master units. So the master units are going to be the initial point to prove or to implement the
the concept, Baba's proud concept. And now in the type of my brother Ashok was explaining, in the philosophical thoughts of the world, you have two type of opposing. We had two type of opposing philosophy, and Baba has brought a third one. The first one were the naturalists, and they said, well, all the laws have to be have been created by God. That is, God is that divine authority. And when there is when they have their laws ascribed in their holy books, they cannot be challenged. And so we had another branch, which they were called the positivism. Positivism means those persons, that is, the laws have to be adjusted as social construct and have to be adjusted within the time. Elle a dit une petite modification. C'est simplement que le but, c'est de savoir d'où viennent les lois, de quoi inspirent. Les lois sont d'origine naturelle parce que c'est Dieu qui nous les donne et les lois sont issues de la réalité sociale. Voilà. Okay, so now the naturalists, so they will try to identify the provenance of the laws. They said the laws come from nature. That is the naturalist. The positivists will say laws have to be born out of social necessities. But Baba says, Pierre Saka says, it can be the blending, it should be the blending of both. Sometimes there are laws of natural, which are natural, okay? And sometimes there are also laws which are created from in regards to time, space, and person. So both of them can be blended. And in this, you have the Sadhvi Press should play a fundamental role, because they are the moral persons, not only the moral person, the moral and spiritual persons who have the four characters or attributes of the four different classes we mentioned during the conference. And so one other point is that Baba was mentioning that democracy is something like a falsehood. And if we want to have clear-cut examples, we have to say, for example, we have the example of Ananda Marga. Many of the elites or those who are in functions have to be elected. Okay, some few are nominated. Even those who are nominated have to be selected before being nominated. So there is a certain type of process which can be understood as a framework. So Brother Ashok is insisting that Ananda Marga is just like that incubator from where we are going to have inspiration and to see how we can frame different type of laws in the near future. Ok, merci. Donc, il y a une dernière chose que je dois préciser ici, c'est que Prabhat Ranjan Thakar dit ceci, que même si les lois sont d'inspiration divine, il insiste noir sur blanc, aucune loi n'est immuable. Tout peut être modifié, tout peut être changé lorsque même des lois d'inspiration divine peuvent être changées lorsque la situation l'exige. Et ça, c'est également pour que ça soit en harmonie avec le principe de Prout. Donc, il n'y a pas de contradiction. C'est une philosophie qui se complète, qui est harmonieuse. Et ici, il le dit, la loi d'inspiration divine
ne doit pas être une loi immuable qui ne bougera pas. Tout peut bouger à tout moment lorsque cela est nécessaire, mais ça sera toujours le travail du magistère qui est le Salvipra, que d'avoir à décider que maintenant on peut changer telle loi, même si elle est d'inspiration divine. So one last point, which is important, is that even the laws, Baba also insists that those laws which are inspired, which are divinely inspired, that is from nature or whatsoever, can also be modified, can also be changed if the conditions of time, persons, and circumstances change. They're not immutable. They can be changed as well. Voilà. Donc, une toute dernière petite chose avant la conclusion, ça prendra moins de 5 minutes, c'est que on a dit tout à l'heure qu'Anana Marga était le terrain d'expérimentation de Prout et de la nouvelle société de Baba. Nous allons, en analysant un élément important de la pratique spirituelle d'Anana Marga, le commandement suprême, on se rend compte que le commandement suprême est réellement un contrat au sens juridique stricto sensu du terme. Nous avons parlé au départ du Diksha avec Guru Dakina, mais cela se reflète au plan juridique, au plan de la relation contractuelle entre Sri Sri Anandamurti et ses disciples à travers le commandement suprême qui impose au Margi des obligations qui sont au nombre de trois. C'est la pratique spirituelle, c'est le respect des principes de moralité et c'est amener les autres à devenir également des margis. Et cette troisième obligation est également ce qui fait d'Anana Marga un incubateur de Prout. Pourquoi? Parce que le fait d'exiger tout le monde de devenir margis, c'est une façon de préparer tout le monde à devenir Sadvipra et appliquer Prout. Alors, quand on lit le commandement suprême, on voit bien cet aspect obligationnel là où on est en relation d'obligation avec Baba. Et dans le commandement suprême, il est indiqué à la fin, les margis disent Sri Sri Anandamurti. Les gens doivent savoir que lorsqu'on récite le nom, c'est la signature. La signature de quelqu'un, c'est son nom au bas d'un texte. Signature au sens propre. Aujourd'hui, la signature, elle est parfois une sorte de gribouillage, mais en réalité, la signature, c'est votre façon à vous d'écrire votre nom. Et lorsque nous le récitons, nous disons que, nous précisons que Anandamurti vient de signer. Donc, il vient de signer ce contrat, on appelle un contrat d'adhésion, c'est-à-dire qu'il est rédigé par quelqu'un qui vous impose, qui est plus fort que vous, mais vous êtes deux parties dans ce contrat. Par exemple, quelqu'un qui vient chercher un emploi, son employeur va rédiger un contrat, ça serait un contrat d'adhésion parce qu'il adhère aux conditions qui sont fixées par l'employeur. Et nous, les margis, nous adhérons également aux conditions fixées par Baba et nous le répétons à travers le commandement suprême avec ces trois obligations qui sont les nôtres. Mais en avançant un peu plus loin, bon, je vais laisser d'abord Dada traduire parce que la chose, elle est un peu subtile pour qu'on ne puisse pas la confondre. OK. Alors, donc, j'étais en train de rire un peu là. Bon. So, there is another point. When we see when we read the Supreme Command, which we recite after meditation, and it is another type of contract. It is a contract between the disciple and Baba. It's a contract between the disciple and the teacher, and the guru. So in this contract, there are three important points. Number one is that we are obliged to do sadhana twice a day. Number two, we are obliged to follow the moral principles as thought by him. Number three, we have to bring others to the path of sadhana, or the path of meditation, the path of welfare. And so at the end of this, let us say, of this contract, which we recite every time at the end of the collective meditation, there is a signature. When someone elaborates a contract, there is a signature below. And so this signature is called, the one who makes this is called Sri Sri Anandamurti. And so this signature, he signs it. And
also we abide to it. While abiding to it, it is just like a binding contract between him and us, and that we have to follow. Et, Please. oui, c'est bien traduit, merci beaucoup. Et dans cette vision juridique du commandement suprême, nous avons comparé avec un contrat de travail, c'est-à-dire que nous avons le patron et ses employés, et le patron ici, c'est Sri Nana Murti, et les employés, c'est les mardis. Donc, l'employé vient chez l'employeur, il adhère au contrat, il signe. Et alors, il y a un salaire qu'on donne à l'employé. Et dans le commandement suprême, la contrepartie de l'exécution des 3 obligations fixées par Sri Nara Murti, c'est la libération spirituelle. Et donc, finalement, le mardi africain, le mardi de n'importe quelle autre contrée qui se plaint, il y en a qui disent, oui, moi j'ai passé 20 ans, je n'ai rien eu. Il y en a qui disent même, oui, j'ai pris mon argent, j'ai donné à Nana Marga, je suis à la fin de ma vie, je n'ai rien eu en contrepartie. Ils doivent savoir que à la fin du commandement suprême, celui qui a rédigé ce contrat auquel nous avons adhéré, et il signe, mais en contrepartie, il dit que ce qu'il vous donne, c'est la libération spirituelle une fois que vous avez accompli ces 3 étapes. Il ne vous donne pas l'argent, il ne vous donne pas la voiture, il ne vous donne pas ceci. C'est à travers le commandement suprême, c'est ça qu'il faut comprendre. Okay, so now in this contract, Brother Ashok is taking the example of a real working contract. When there is a working contract, you have the employer and the employee. And so in both counterparts, you have obligation, rights and obligations. So what is the obligation in this our case? What is the obligation of Baba? What is the obligation of Shri Prabhupada Sakar in this case? The obligation is that he is guaranteeing the liberation, which is the main purpose of our life. It is not to give money, it's not to give wealth, it is not to give whatsoever type of things. They may happen, but that is not the main purpose. The main purpose is to guarantee the liberation, spiritual liberation. Et donc, ceux qui font des reproches à Baba ou à Sri Nana Murti, ils sont en train d'accuser un grand précepteur, un sadhguru, ils sont en train d'accuser quelqu'un qui a une dimension divine inutilement. Et quiconque sait que faire un tel reproche, c'est commettre un péché impardonnable parce qu'on n'accuse pas un homme honnête pour quelque chose qu'il n'a pas eu à faire. On ne lui reproche pas une obligation qu'il n'a pas contractée. So those who are accusing Shri Prabhupada Sakar of whatsoever, they are not in right of doing it because it is not within what was accepted as the contract. Voilà, et donc c'est une sorte de malhonnêteté de leur part parce qu'ils répètent ce contrat. Et celui qui a fait ce contrat, il n'est pas bête. Il est tellement intelligent qu'il demande à ce que régulièrement, au moins une fois par semaine, que l'on récite encore ce contrat. Et malgré cela, les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils sont en train de réciter tous les jours. On ne comprend pas. So, so we should not like reproach, accuse the first person who redacted the contract because we are obliged to follow our own part of that contract, and at least once per week, that person says we should recite this portion of the contract and follow it swiftly. Alors, pour clôturer ici, je vais dire une chose, c'est que en étant en train de faire un travail sur un autre ouvrage qui, avec la grâce de Baba, pourra apparaître bientôt, ça porte sur le kirtan, et dans cet ouvrage, une inspiration m'a permis de comparer le kirtan avec la plupart des grands concepts
d'Anana Marga et de donner le lien qu'il y avait entre le kirtan et ces concepts-là. Lorsqu'il est arrivé de faire le lien entre le kirtan et le commandement suprême, des développements ont été faits dans ce projet de livre et on arrive à découvrir une chose, je suis arrivé à découvrir une chose très importante dans le domaine de l'évolution du droit qui va faire que, en réalité, Sri Ananda Murti va au-delà, il emmène la science juridique à une dimension que n'importe quel philosophe du droit, n'importe quel concepteur de telle ou telle théorie, n'importe quel théoricien du droit, voilà, c'est le mot que je cherchais, ne peut imaginer. C'est que lorsque on voit le commandement suprême, tout à l'heure, on a dit que le commandement suprême impartissait au Margui 3 obligations. Et c'est même, quand on lit le texte, on dit, voilà, vous, sans ceci, sans cela, vous allez, et la conséquence, c'est que vous finissez par dégénérer pour prendre une forme physique inférieure à celle d'un être humain. Et la conséquence de cette prise de forme physique moins subtile, c'est que vous allez avoir beaucoup de souffrance dans votre vie. Mais en réalité, lorsqu'on voit cela, on voit tout ce que Sri Ananda Murti nous impartit comme obligation. Il s'agit ici, pour la première fois de l'humanité, que une obligation ou une série d'obligations importantes pour la vie de quelqu'un lui soit accordée, lui soit imposée pour lui permettre de jouir d'un droit. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que les obligations du commandement suprême ne sont pas des obligations, c'est plutôt l'auteur du texte nous force, nous oblige de jouir d'un droit. Autrement dit, on vous force de bénéficier d'un droit. Parce que ce que vous bénéficiez à la fin, c'est quoi? C'est la libération spirituelle. Et dans ce projet de livre, cette comparaison est faite où, pour la première fois, jouir d'un droit devient une obligation, alors que dans le droit que nous l'appliquons ici, vous pouvez oublier vos droits, et ça c'est tant pis pour vous, mais ici, on vous oblige d'être capable de jouir d'un droit. Et donc, pour conclure cette lecture qui nous a pris du temps, que j'espère a dû être intéressant pour les uns et les autres, malgré le fait qu'il est un peu fermé parce qu'il porte sur un domaine qui est le droit, on a essayé d'être un peu plus explicite. C'est dire que tout ce qui a conduit Sri Ananda Murti ou Prabhupada Ranjan Sarkar à faire cela, à imposer une nouvelle vision du droit qui, par la suite, elle permettra d'arriver à l'application de Prout. Voilà une vision du droit qui va accompagner Prout dans son existence. C'est une seule chose, un seul élément, un seul mot, c'est le mot amour. Parce que l'amour de Prabhupada Ranjan Sarkar, d'Ananda Murti pour la création, pour les êtres humains, est sans égal. Elle est sans équivoque, elle est incomparable. Et un jour, je pense, dans un grand moment d'intense spiritualité, Baba, il dit à Didi Ouma, il lui dit ceci, il pose une question qui a laissé couler les larmes à Didi Ouma. Baba lui dit, avec beaucoup d'humilité, parce que lui-même, il était frappé par cela. Il dit à Didi Ouma, il lui pose la question, il dit, mais comment puis-je ne pas vous aimer? Baba lui dit ça. Et Baba répond lui-même à cette question, il dit, vous êtes mes mains, vous êtes mes yeux, vous êtes une partie de moi. Qui peut avoir de la haine et de l'aversion contre une partie de lui-même, contre son propre être? Qui peut comploter et détruire son propre moi? Il répond à la question qu'il pose à Didi Ouma par lui-même qui répond à cette question, mais en posant d'autres questions aussi, et à part lesquelles nous constatons la dimension philosophique qu'on ne peut même pas, en tant qu'être humain, essayer de vouloir contrecarrer, essayer de vouloir expliquer, parce que c'est une dimension qui est extra-humaine, qui est même au-delà de l'univers. On ne sait pas d'où est-ce que ça vient. On est subjugué, on essaie seulement de la vivre parce qu'elle est l'expression de ce qu'on appelle
Apta Vakia, qui est quelque chose qui sort directement du noyau cosmique. Okay, so to conclude this, our lecture of today, Brother Ashok is preparing a book on Kirtan, and in that book, he tries to analyze Kirtan with some other type of concepts, and also with the Supreme Command, which we recite frequently. And so everyone, it's the first time, let us say, in human history that any legal scientist can study that for a person to benefit of something, that person has an obligation to follow some type of rules. S'il te plaît, Dada, non, c'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. Yeah, yeah. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on oblige à quelqu'un, ça dit que quelqu'un a l'obligation de jouir d'un droit. Autrement dit, les obligations qui sont imparties au marquis le commandement suprême, ce n'est pas parce que le droit des obligations est clair. Nous avons des juristes ici. J'ai reconnu là quelques juristes, grands juristes francophones qui sont marquis. Ils savent que dans le droit des obligations, on fait une obligation pour quelqu'un. Ce droit-là, cette obligation peut être issue d'un contrat synalagmatique, un contrat unilatéral ou d'un contrat signé multilatéral ou bilatéral. Mais chaque fois qu'il y a une obligation, vous le faites pour quelqu'un d'autre. Et quand vous faites pour vous-même, ce n'est plus une obligation. Or, ici, le commandant suprême impartit une obligation, vous impartit une obligation de bénéficier d'un droit. Ce qui est un changement inimaginable dans le domaine du droit et que n'importe quel théoricien ne peut imaginer. Il faut être vraiment d'inspiration divine pour arriver à cela. Et ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé comme ça, qui a jailli devant moi quand j'étais en train de rédiger cette partie de ce livre-là, parce que, bon, quand on écrit, on réfléchit. Et je me dis, c'est énorme, les juristes marguis ont tellement de la matière qu'on ne sait pas pourquoi aujourd'hui, dans le sens du droit, on n'a pas des centaines et des centaines d'ouvrages. On se demande même. Okay, so now, yes, Brother Shaw was explaining that for the first time, it is an obligation to benefit from a right. So for this obligation, we have to, okay, to enforce this obligation, he was explaining in terms of legal science. To enforce this obligation, we have to follow, as he was saying in the beginning, we have to follow three main things, which we mentioned: meditation, morality, and bring others. And so what motivates, at the end of the day, what motivates Shri Sri Anandamurti or Baba is the love of the entire creation. The one and main and last word is called love. So there is an event which he was recollecting about Didi Uma. So who was asking a question, and Baba replied by saying it was something related to love. And Baba said, "How can't I love you?" Oh, non, Dadaji. Comment puis-je ne pas vous aimer? Comment puis-je vous yeah. haïr? How can't I love you? How can't I love you? Yeah. You are part of me. You are my you are my arms. You are my legs. You are part of me. Why? How can't I love you? Et comment quelqu'un peut-il détruire son propre moi? On va le dire ça, tant que je ne peux pas. And so, how can a person destroy its own self? Et It's donc, impossible. voilà, comme j'ai dit, nous avons ici, on a dit que c'était une vision parcellaire, une vision préparatoire de quelque chose qui peut être immense.
Et nous devons savoir cela, que le droit, la science juridique est une partie importante des enseignements de Sri Sivananda Moti, de tout ce qu'il a légué à l'humanité, à la création tout entière, et que c'est un composant essentiel dans la mise en application de Prout, et que les juristes malgré doivent rivaliser, parce qu'aujourd'hui nous avons des best-sellers sur l'économie de Prout, nous avons des livres qui sont de renommée mondiale. Il faut qu'on arrive également demain dans le domaine du droit à avoir de l'écriture, des développements importants pour que ça fasse un tout, parce que dans l'enseignement de Baba, lorsqu'il y a un point qui est mis en avant, un autre qui est en retrait, ça crée un déséquilibre. Or, tout à l'heure, dans les valeurs humaines cardinales, nous avons évoqué le principe de l'équilibre que Baba appelle par le terme prama, qui n'est pas à confondre avec un autre principe de l'équilibre qu'on appelle Samaja Tattva, qui est également un équilibre mais différent de celui de prama. Mais dans le cas, nous parlons précisément ici de l'équilibre en tant que prama. Et pour arriver à cet équilibre dans la pensée de Prout, il faut que les juristes du monde se réveillent, il faut que les mardis qui s'intéressent aux questions juridiques se réveillent, il faut que les sociologues se réveillent, il faut que les scientifiques se réveillent, parce que adopter une règle de droit n'est pas seulement le travail des juristes, ça décide à ce que tous les composants, toutes les valeurs de la société, tous les savoirs soient mis ensemble pour que nos lois soient des lois qui soient des bonnes lois, qui soient des lois qui fassent avancer l'humanité vers le progrès spirituel. Donc, je remercie tout le monde. Je vois qu'il est minuit et je constate que l'ensemble des membres qui sont ici, nous sommes au nombre de 32, je crois, dans la discussion, n'a pas bougé, personne ne s'est retiré. Ce qui, à mon humble vue, aurait peut-être attesté de l'importance de la discussion. Nous sommes les mardis, nous avons, c'est vrai, une plateforme qui impose une contrainte de timing, de temps, mais lorsque nous avons le Sastanga, nous voulons parler de Baba, je pense que si nous pouvons tenir physiquement, c'est une bonne chose. Et donc, je tiens à m'excuser ici parce que l'idéal, on aurait pu peut-être diviser la conférence en deux parties, mais vous savez, dans toutes les conférences doctrinales, ça a toujours été ainsi. Et je me rappelle qu'il y a un grand savant africain qu'on appelle Théophile Obenga qui s'est présenté dans une université à Kinshasa. Je suivais ça à la télé la fois dernière. Avant qu'il ne commence à parler, bon, ça c'est hors test, hein. C'est simplement pour justifier un peu ces excuses-là par rapport à tout ce qui est débat philosophique. C'est qu'on lui dit, le présentateur lui dit, mais vous avez 30 minutes pour parler. On a senti que le monsieur était un peu renfrogné. Et quand on l'a laissé parler, sa conférence a duré finalement 6 heures. Bon, nous, on n'a pas fait 6 heures par la grâce de Baba. Et je tiens donc à m'excuser par rapport à ça et puis dire à tout le monde que nous avons là un pavé jeté dans la malle qui intéresse l'ensemble des savoir-faire, l'ensemble des compétences dans la même pour élever le niveau de la compréhension et de la propagation des idéaux juridiques de Baba. Mm-hmm. Okay, so these are just what we developed today are just like fragmented thoughts, okay? And so those who want to, we have got many bestsellers in economics. So tomorrow we need more bestsellers in to discuss about the legal frame of Pierre Sarkar. And one of the other concepts which Brother Short just was just speaking about is about Brahma. That is, it's another portion which we couldn't develop today. He's also very sorry because this lecture should have been divided into maybe 2 portions, and we hope that you benefited from this, and that this conference is going to open our minds in such a way that we start introducing new concepts
of the legal framework of a new society. Thank you so much. Namaskar to you.